Bienvenue à Radio Bien-être. Bienvenue sur la 94.0 pour notre plateau littéraire de ce dimanche 3 août. Aujourd'hui, nous recevons un couple d'auteurs et un qui est particulièrement plus connu en tant que journaliste émérite qu'écrivain. Il est bon, il est beau, surtout dans l'art de recoller joliment les mots. Il est complet parce qu'il est vagué royalement. Il s'est vagué royalement dans tous les domaines, journalisme, musique, sport, notamment le football. L'homme que nous recevons aujourd'hui, chers auditeurs de la 94.0, vous l'avez deviné, certainement, c'est bien Alex Kipré. Bon journaliste, bon talent. Bonjour Alex. Bonjour. Très bien. Ce dimanche également, nous recevons un grand nom du football ivoirien. Ce buteur fou des années 80, cet intellectuel hors pair avec un galon qu'on peut lever à 5. Ce coach qui a sorti de l'homme quelques clubs locaux est avec nous. Mohamedou Sangaré est là, tout lumineux, tout pimpant. Bonjour Mohamedou. Bonjour. Alors, nous avons également avec nous, pour faire des débats de bonne lumière, nous avons sur ce plateau les poètes Swalé Cheikh Amidou et Jean-Valère Duzou, des amoureux de sport. Bonjour Jean-Valère Duzou. Bonjour. Bonjour Swalé Cheikh. Bonjour Mantiene. Alors, Alex, comment ça va? Ça va, merci. Alors, tout va bien, la littérature, tout se passe bien, le journalisme et tout? Non, ça fait un moment qu'on a cessé de se plaindre, donc il faut essayer de faire avec ce qu'on a. Donc voilà, on a vu pire, quoi, je veux dire. C'est bon, ça va. Alors, Sangaré, en tout cas, bienvenue sur la 94.0. Merci à Radio Bien-être de nous donner l'occasion d'échanger. Alors, la famille jaune et noire est la plus populaire de Côte d'Ivoire parce que de bout en bout, ils ont cru en leur projet, les frères Ouyen. Et un jour de 1993, le maître Jean-Marc Guillou, ancien professionnel et international français, a fait bâtir un groupe de gosses issus de familles défavorisées pour en faire aujourd'hui une réussite du football ivoirien. Ces gosses sont pour la plupart devenus des piliers des plus grands clubs de foot au monde. Parce que l'académie est un exemple de réussite sportive et de réussite humaine, voire économique. Et ce n'est pas un abus que de dire qu'aucun centre de formation dans le monde n'est parvenu à égaler son fort pourcentage de réussite. Alex Kipré y a participé en tant que formateur. Il a souscrit à ce rêve et s'en vante même en n'oubliant pas de noter que Jean-Marc Guillou, avec notre staff, n'aurait pas réussi ce travail. Puis d'ajouter, je suis un bon formateur. Alex, dites-nous, là, il n'y a aucune place pour l'exagération, non? Non, pas du tout. C'est vrai que ça ne va pas faire modeste, mais ça, c'est vu de loin. Quand je parle dans ce livre de la qualité du centre de formation, c'est surtout en termes de statistiques. L'Europe aime bien nous présenter les statistiques. Des fois, il y a des statistiques même sur les meilleurs remplaçants. Des fois, vous êtes 12e homme, on dit c'est le meilleur 12e homme. Donc, en termes de statistiques, si je fais un rapport au nombre, si je fais un rapport à la quantité, on dira que par rapport aux enfants que nous avons, le corpus sur lequel nous avons travaillé, le pourcentage est le meilleur au monde. Si je veux comparer à Ajax qui a vu passer des générations avant d'amener Ronaldo au Cruyff, si je veux comparer aux autres centres de formation, je dirais que c'est l'un des meilleurs au monde. Bon, maintenant, il y a le fait que ce soit un peu subjectif, mais en même temps, j'ai bien envie qu'on me démontre le contraire, quoi. Là, par exemple, j'ai envie de jouer sur le nombre, sur les stats. Parce qu'en parlant de stats, c'est le meilleur centre de formation au monde. Est-ce que j'ai participé à ce rêve? Est-ce que je me sens fier? Oui, je me sens fier. Je le dis pas par fatuité, pas parce que je suis gonflé d'un savoir qui soit faux. C'est pas de ça que je parle. C'est parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de raconter nous-mêmes nos histoires. Cette histoire, elle aurait été racontée par un journaliste français, par Dominique Legout qui est venu ici, par un autre, par Franck Simon. Ça aurait pris une autre ampleur. Je ne vois pas comment je dois me censurer alors que je n'ai même pas été de l'extérieur. Je suis journaliste, c'est vrai, mais c'est de l'intérieur. Je me suis dit, je donne ma part de vérité. Le regret que je dois avoir, c'est que pour l'instant, ce soit le seul livre qui soit fait sur l'académie. Vous voyez, moi j'ai bien envie qu'on me démonte, mais on ne le fait pas depuis. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y a un arrière-goût de vanité, mais c'est pas mon intention. C'est le fait que je n'ai pas en face de contradicteurs
et qui donne cette impression de vanité. Non. Effectivement, c'est Jean-Valère Guézou, poète. Effectivement, moi, je me suis posé la même question. Je me suis dit, bon, jusque-là, bon, nous allons entrer après dans le vif du sujet. Je me suis dit, jusque-là, il n'y a plus que Alex Kipré qui a eu à donner son point de vue concernant quelqu'un comme Jean-Marc Guillou, Roger Wagner ou bien Troussier, sur lequel il a émis un avis vraiment défavorable. Voilà, il me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre personne qui aurait pu nous apporter un autre point de vue pour confirmer ou bien infirmer ce dit. Mais nous allons aborder ce fait-là après. Très bien, alors Soalé, vous avez quelque chose à dire certainement? Oui, sans forcément entrer dans le vif du sujet, déjà, moi je voudrais honnêtement féliciter Alex d'avoir produit cette œuvre-là. C'est bizarre, j'ai l'habitude de voir cette œuvre-là à la Librairie de France, mais bon, comme la SEC est devenue ce concert aujourd'hui, ça ne m'intéressait pas. Mais j'avoue que ces dernières nuits, j'ai été un homme heureux. Pourquoi? Parce que l'écriture même d'abord, à côté aussi des histoires croustillantes qu'il nous raconte, pour moi c'est une très belle œuvre. Et comme lui-même il le dit, si c'était un Européen qui avait écrit ça, ce serait présenté à la face du monde entier et autres. Moi je crois qu'on gagnerait à bien faire connaître cette œuvre-là. Et concernant l'autre œuvre, on aura des choses à dire tout à l'heure. Alors Sangaré, Mamadou, est-ce que tu as lu Alex Kipré, Les Secrets de l'Académie? Oui, je pourrais pas dire que j'ai lu tout en profondeur, mais j'ai lu, j'ai survolé, j'ai essayé de ressortir un peu ce qu'il y a de substance par rapport à l'évolution de cette académie-là, l'esprit qui a prévalu et le cheminement de ces enfants, l'éducation aussi bien rudimentaire ou scolaire entre guillemets qui leur a été donnée afin de leur permettre quand même d'allier sport et études jusqu'à l'explosion en 99. Je pense que c'est un travail bien organisé, bien cohérent qui a été fait. C'est dommage que ça a été un goût inachevé en même temps. Depuis les uns et les autres auraient pu être menés par un maître qui consolidait chacun à sa place pour permettre que l'équation perdue ou bien la solution perdue. Mais bon, c'est dommage que ça a été... Je pense même que les garçons ont été lancés peut-être, à mon avis, du point de vue du technicien, 1 an avant leur sortie. Parce que 99 a été une année d'anticipation. Ils auraient fait encore 1 an dans l'antichambre, qu'ils auraient eu un coffre un peu plus intéressant. Ça, on l'a vu un peu dans le parcours qui a suivi après la Coupe d'Afrique qu'ils ont embrassé de suite. La tendresse, la jeunesse de cette équipe-là, qui a par moments sur les grands déplacements tels que dans l'Afrique centrale ou autres, ils ont eu pas mal de difficultés sur des stades avec des dimensions à l'époque 110, 115, c'est assez difficile à couvrir par ces jeunes gamins dont l'organisme ne s'y prêtait pas. Donc il y a eu quand même ces petits grincements-là. Bon, vous savez, ceux qui ne font rien ne se trompent pas. Voilà, bon, donc ils ont fait quelque chose. J'évite même à la limite de critiquer, mais comme l'a dit Alex, il y a beaucoup de choses de positives là-dedans. Parce que en termes de résultats, c'est peut-être 90%. Même si on a des joueurs de qualité qui n'ont pas pu... Bon, ça aussi c'est lié à certaines normes qui existent aujourd'hui au football. C'est vrai qu'ils ont explosé les standards parce qu'il y a ce qu'on va dire, les menstruations, la morphologie qui rentre en ligne de compte. Jean-Marc Guillou lui-même, de par son expérience en Europe, ayant souffert de cela, a transposé ça dans sa formation
et ça lui a permis de vraiment faire un travail efficient avec des garçons de qualité. Donc voilà, quoi de plus normal. Je dis, moi dans l'ensemble, j'adhère à ce que dit Alès. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le championnat européen, la majorité, c'est la première génération, deuxième génération des académiciens. Yaya faisant partie, je crois, de la deuxième génération. Ben, c'est eux qui sont aujourd'hui des ténors de différents championnats. Alors qu'en Europe, sur 5 ans, ceux-mêmes qui ont la perfection, qui ont la science entre guillemets infuse, ils sortent 1 ou 2 grands joueurs par siècle. Donc voilà, nous on a beaucoup de garçons de qualité. Donc ça veut dire qu'en Afrique, il suffit que le politique s'y prête, qu'on sorte des grosses équipes en Afrique, parce que le potentiel humain existe. Alors, avant de revenir à vous, Sangaré Mohamedou, je voudrais poser quand même une question à Alex Kipré. En décembre 1998, donc la SEC est championne d'Afrique. Et malgré ce prestige, donc, vous allez vider les anciens du club pour faire place à des gosses comme Sangaré l'a dit tout à l'heure, qui sont sortis un peu plus tôt que cela se devrait. Donc, est-ce que vous n'avez pas trop posé, ou sur quoi comptez-vous véritablement en ce moment? En décembre 98, c'était avec Fulon, je crois. Oscar Fulon était entraîneur. Je profite de vos antennes. Tout à l'heure, il y a l'ami confrère poète, je ne suis pas poète, mais confrère auteur comme lui, qui était en train de parler de Troussier, contre lequel j'ai eu des mots durs. Tout cela, je pense qu'on a fait partie du débat. Avant d'arriver à l'œuvre de Sangaré, j'ai envie de lui dire que je le félicite pour l'ouvrage, sur lequel il y a des choses à redire. Mais quelle œuvre humaine est parfaite? Personne ne va dire, bon voilà, ce monsieur a proposé des statistiques locales. Ils ne vont pas le dire, ils vont le dire dans les salons. Et puis après, le débat va mourir. Le débat n'est pas enrichi. Concernant Fulon, dans ce livre encore, je dis des choses importantes, à mon sens. C'est un sociologue. On ne prend pas les entraîneurs comme ça. Sociologue, pas parce qu'il a fait des facultés, il en a fait, mais ce n'est pas ça le problème. C'est un sociologue au sens où il a un rapport dans l'homme, inscrit dans la société, qui lui permet de juger dans cette végétation sociale-là les éléments capables de mener à bien ses actions et ses ambitions. Ça a payé. Je suis témoin de certaines actions. Lui, il va m'aider, celui qui marque le but en 98. Vassanogo. Mais je suis là, j'entends ce qu'il lui dit. Vassanogo, je le rapporte un peu dans le livre, mais comme les Ivoiriens ne lisent pas trop, c'est pas sûr qu'ils aient lu. Il est remplaçant toute l'année, toute la saison. Et il lui dit à l'entraînement à Sol Béni, c'est ton match, c'est le match de ta vie. Il le motive, je pense, l'avant-veille du match. Ils font des préparatifs l'avant-veille. Le jour du match, quand il le fait entrer, c'est pas le même homme qui est sur le terrain. C'est un homme qui ne joue pas au foot, il joue sa vie. Il a l'occasion il a l'occasion de montrer à la face du monde qu'on s'est trompé en le mettant sur le banc. Ce sont des aspects dont nos coachs doivent se nourrir. Certains le font, d'autres pas. Donc quand on nous envoie des entraîneurs qui n'ont pas toutes ces potentiels, on est en droit de dire que ce monsieur peut pas aller loin. Et puis ce qui est vilain, c'est qu'à chaque fois, l'avenir, pas l'avenir, les faits nous donnent raison. Voilà. Donc parlant de Fulon par exemple, c'est quelqu'un que j'ai trouvé extraordinaire, parce qu'il était proche des joueurs, il allait jusqu'à connaître les tantes. Je ne demande pas tant, mais si ta tante joue un rôle important dans ta vie, on peut te parler d'elle la veille, au moment où tu rentres, pour que tu sois transformé, tu sois muté en un athlète super motivé quand tu rentres sur le terrain. Il faut en parler. Bon, je pense que c'est une gestion africaine, j'ai beaucoup de livres en préparation. Je pense qu'il y a une gestion africaine, justement. On est émotif, mais oui, on est émotif. Il ne faut pas en avoir honte. Nous, quand nos parents on attrape nos têtes, ça nous fait mal, on est émotif. On peut transformer tout cela et mettre au service des Africains. Pourquoi est-ce que, pour répondre à la question de machine, pourquoi est-ce qu'on lance les enfants? Certes, Fulon a fait du bon travail.
Mais on a eu une occasion parce que les enfants sont prêts. C'est un match qui est un match de super coupe, mais il a valeur en même temps de match de gala. Voici la donne qui rentre en jeu. Un match de gala, je ne dis pas que si on le perd, ça ne fait rien. Mais ce n'est pas la même chose. Le drame n'est pas au rendez-vous si on le perd. Et on était sûr aussi des enfants, c'est important. Sangaré tout à l'heure disait, oui, ils n'étaient pas prêts. Mais c'est vrai, ils n'étaient pas prêts physiquement. Il leur manquait encore à chacun 2 à 3 kilos, 3 à 4 centimètres. Mais je pense aussi qu'il faut se nourrir de certains enseignements, même s'ils sont littéraires. En 1636, il y a, qui nous disait Pierre Corneille, décembre 1636, avec sans péril, on trêve sanglant, mais il a dit surtout aux âmes bien nées, la valeur n'a pas le nom. Donc on ne devrait pas attendre qu'ils soient forts, parce qu'ils avaient la meilleure préparation, elle était psychologique. Ces enfants, ça faisait déjà près de 1 an qu'ils battaient régulièrement l'équipe première de la SEC qui a remporté. Vous l'avez notifié dans le livre. Il la battait régulièrement, c'est-à-dire tous les matchs qu'ils faisaient 2-0, 1-0, 2-1, 3-2, tous les matchs pendant 1 an. Je vais exagérer un peu. J'estime même que c'est ce sparring partenaire que la SEC, dont la SEC a bénéficié, qui a permis à la SEC de courir beaucoup plus, d'être beaucoup plus mobile, parce que les enfants jouent beaucoup à une touche de balle. Ils se sentent frêles. Ils ne sont pas bons physiquement. Qu'est-ce que tu attends des contacts? Qu'est-ce que tu attends des duels? Donc ils jouent vite, ils essaient de jouer assez court, assez vite. Et ça a permis à la SEC, lorsqu'elle s'entraînait, d'arriver de façon optimum en 98. Donc ces enfants-là étaient prêts psychologiquement. Gagner le champion d'Afrique régulièrement, mais c'est un dopant. Tu te dis, oui, je peux y arriver. À côté de cela, on les a vraiment motivés. On va dire des petits secrets. Moi, jusqu'à 13h30, voilà un joueur comme Zézé qui ne faisait pas de sieste. Il ne fait jamais de sieste. À 13h30, on a eu en quoi échanger dessus. Ce sont des hommes petits, de petits athlètes, des hommes frêles, mais ils n'étaient pas ceux-là lorsqu'ils rentraient sur le terrain. Ils ne jouaient pas pour eux, ils savaient très bien. Ils jouaient pour les années de sacrifice et on leur a dit qu'on avait fait. Chacun de nous avait mis en veilleuse une carrière professionnelle. Tous, pas moi seulement. Carlos, il avait quitté son Burkina, Oumé et tout. Moi, j'avais arrêté tout ce qui était littérature, enseignement, journalisme même. J'avais mis tout cela en veilleuse pour pouvoir me consacrer à ces enfants-là. Donc, ils savaient qu'ils jouaient un peu la carte du fait qu'on creusait au bon endroit. Ils sont allés un peu plus avec leur esprit que leur corps. Donc le corps ici n'était pas l'élément important. Bien que j'avoue avec Sangaré que ces enfants étaient frêles. Merci Alex. Donc nous allons marquer une pause pour permettre à nos auteurs de souffler. Et nous reprenons ce débat passionnant dans 2 minutes. On n'est pas fatigué pour vous. Écoutez tous les jours votre radio Bien-être. Radio Bien-être, c'est le meilleur choix. Radio Bien-être, meilleur choix. Radio Bien-être, c'est le meilleur choix. Vous êtes passionné de livres? Suivez Bien-être littéraire, votre émission de littérature sur Radio Bien-être, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Échangez avec des écrivains et recevez en bonus des livres dédicacés. Présentation Yann Aka. Alors nous reprenons l'antenne. Donc Sangaré Mohamedou, buteur hors d'homme, auteur de la théorie Mozang, qui nous fait découvrir combien le football ivoirien, malgré les quelques efforts consentis, se porte mal. Sangaré, les chiffres que vous donnez ne sont-ils pas durs? C'est la réalité. Si la réalité est dure, il faut faire évoluer. Je pense que les difficultés ici, c'est comme en se levant chaque matin, quand on se regarde dans un miroir, le reflet qu'on a, c'est soi-même qu'on voit. Il ne faut pas avoir peur de son image. Alors, Jean-Valère Jésus, tu as lu les clés, donc le football, les clés d'une lecture de Sangaré Mohamedou. Qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement, c'est un livre que j'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, je vais en profiter pour faire la présentation générale de ce livre et en même temps faire la présentation générale du livre d'Alex Kipri. Il s'agit de 2 livres de 2 hommes rigoureux, de 2 passionnés. Football, les clés d'une lecture de Sangaré Mohamedou.
Le regard extérieur, froid, clinique et dépassionné d'un passionné de foot, d'un footballeur, d'un grand buteur, d'un technicien qui a animé les heures de gloire du football national. Les secrets de l'académie, le regard intérieur, passionné, poétique, lyrique, mélancolique, tragique et épique d'un homme rationnel, généreux, qui a fait la renommée d'une illustre structure éducative et qui en est l'une des plus grandes figures. Et il a également participé à la grande épopée de Sol Béni, qui a donné à la Côte d'Ivoire une génération de footballeurs extraordinaires, car sincèrement je voudrais remercier les deux auteurs. Du point de vue formel, concernant la forme de l'écriture, je voudrais dire qu'il s'agit de deux livres vraiment séduisants, d'une propriété écologique, pourrait-on dire, en ce qui concerne les coquilles et les béquilles faites à la grammaire et à l'orthographe. Une rareté dans le domaine de l'édition ivoirienne. Ça, sincèrement, Coach Sangaré, monsieur le consultant, merci. C'est un livre de foot, loin du langage des fautes linguistiques malheureusement reconnues aux footballeurs qui fuient généralement les bancs. Et là, quand je vous vois, je pense à Vonimi Boban du Real de Madrid, qui a eu son doctorat et qui enseigne aujourd'hui dans une université. Maître Alex Kipré, mon aîné, vraiment je suis impressionné par tout ce que vous faites. Merci d'avoir offert au monde ce livre de sport poétique, un livre d'une beauté de plume exceptionnelle qui tient le lecteur de ce livre volumineux en haleine, lecteur captivé par cette magnifique et pénible histoire académicienne avec des descriptions, des portraits et des tableaux exceptionnellement beaux. Voilà, je vais m'arrêter là et puis après nous allons continuer. Alors Soalé, tu as une lecture particulière aussi pour les deux ouvrages? Oui, en ce qui concerne football, les clés d'une lecture, là c'est vraiment le spécialiste qui a parlé. Et cette théorie-là, il est là, hein, la théorie Mozang, qui permet bien entendu d'évaluer le rendement des clubs d'un pays donné en compétition africaine. Et les chiffres sont durs, comme on le disait tout à l'heure, sont vraiment très durs pour la Côte d'Ivoire. En 2005, on était à 45%. Ensuite, il y a eu la stagnation aux alentours de 2010-2011 à 29% de réussite sur le plan continental. Et puis bon, après 37% quand même en 2012. On sent le redécollage, comme le dit Sangaré lui-même dans l'ouvrage. Mais quand même, il faut dire que nous sommes très loin de la moyenne. Sur la moyenne, c'est 50%, nous sommes à 37%. Bon, aujourd'hui, on aurait bien voulu savoir, nous sommes à combien. Mais déjà, en ce qui concerne l'œuvre même de M. Sangaré, comme le disait Valère tout à l'heure, ça n'arrive pas souvent. Même ceux qui sont proprement littéraires, les fautes, nous en faisons très souvent. Et moi, je n'en ai pas vu. Pour cela, félicitations. Mais il y a des dates quand même qui m'ont un peu gêné. Par exemple, en ce qui concerne le mandat de Dieng Ousseynou, j'ai vu, je crois, de 1980 à 2011, alors que, si je me souviens bien, c'est quand, oui, je crois, à la page 45, c'est bien marqué, je crois, 1980 à 2001, pardon, 2001. Voilà. Or, Dieng, ça peut pas être en 80. En 80, c'était Brizouabi qui était encore président de la fédération. Et puis après lui-même, on a eu Isan Akele. Après Isan Akele, c'est là Dibi est venu et puis il a été remplacé par Dieng Ousseynou après. Bon, je me dis que pour la réédition, on doit pouvoir... hein, c'est ça? Voilà. Voilà, pour la réédition, on doit pouvoir voir ces différents éléments-là. Ensuite, il y a les trophées qui ont été glanés par la Côte d'Ivoire. Bon, Sangaré, son cœur bat pour l'Africa, moi mon cœur bat pour la SEC d'Abidjan. Il me semble qu'il nous a enlevé l'un de nos trophées. En 89, la SEC a remporté la coupe UFOA face au Djoliba. Bon, j'ai pas vu ça mentionné quelque part. Ce sont des petits détails, mais bon, en tant que supporter, moi j'y tenais. En ce qui concerne les secrets de l'académie, franchement, moi j'ai été ébloui. J'ai été ébloui parce que, comme le disait Alex lui-même au départ, fallait-il faire un essai, ce serait rébarbatif, fallait-il faire un récit, ce ne serait pas correct puisqu'il s'agit de parler de la réalité. Fallait-il faire des poèmes? Non, ce n'était pas adapté. Du théâtre, bon, c'est vrai qu'il en aurait eu les comédiens, mais ça coûte cher selon sa propre expression. Mais la poéticité, c'est-à-dire l'expression poétique qui sillonne à travers cette œuvre-là, moi, franchement,
j'ai été subjugué, hein, admiratif. Et puis c'est un livre où quand même on arrive à tirer beaucoup d'enseignements sur l'académie parce que nous on n'y était pas. Et c'est un témoin oculaire qui parle, même si bon il y a quelques petits détails qui forcément ne vont pas dans le sens que nous on voudrait. Mais c'est ça aussi, c'est le point de vue, c'est sa lecture, c'est sa vision des choses. Il était sur le terrain. Je crois qu'il faut leur dire félicitations en tout cas. Merci. Alors Alex, qu'est-ce que tu dis devant ces deux lectures poétiques? Moi, je les remercie d'abord. Il y a un premier exercice qui est fait, c'est d'avoir le temps de prendre le livre. Ce sont des étapes que les Africains n'aiment pas trop. Aller en librairie, prendre le livre, il faut le trouver, il faut l'ouvrir, il faut le lire, il faut continuer de le lire, il faut le relire, il faut avancer. Et puis après, il faut maintenant en faire une lecture qui est un autre travail. Noter des passages, en apprécier tout cela. C'est un exercice qui me fait espérer en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui lisent. Je voudrais d'abord les remercier d'avoir lu cet ouvrage-là. Je les remercie davantage pour les compliments, mais en même temps, moi, je l'ai dit dans le livre, je m'en méfie. Je me méfie des compliments. Ça veut dire qu'ils vont être les premiers à me descendre dès que je vais faire un livre qui soit en deçà. Alors que l'inspiration, des fois, ne vous appartient pas. À un moment où vous êtes assis devant votre page, les mots vous fuient. Vous voyez, à ce moment, il faut leur compter fleurette, il faut leur faire la course. Ce n'est pas toujours évident de faire la course. Il y a des moments heureux. Je dis qu'il y a l'auteur, j'ai peut-être l'avantage d'avoir fait des études littéraires, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. Surtout maintenant, je vois le niveau des littéraires qui sont là. Tu parles avec quelqu'un qui a un 2A ou qui a une maîtrise, mais tu n'en as même pas l'impression. Je ne dis pas tu n'es pas sûr. Même l'impression, tu ne l'as pas. Donc, je me dis, donc ça m'amène à travailler davantage. Ça veut dire que là, désormais, je suis obligé. En plus, il y a le tome 2 qui est achevé pratiquement, mais je cherche l'opportunité de le sortir. Je voudrais vous remercier, mais en même temps, je pense que je dois fournir beaucoup plus d'efforts parce que c'est rien du tout devant ce qu'on attend. Je peux dire au passage merci à quelqu'un comme Zadi Zaourou qui, quand il a lu le livre, m'a appelé, il m'a confié une mission. Ça me touche, je pense que ça me motive. Il m'a montré que je devais aller de l'avant. Donc moi, je continue mon combat en marche du football, de tout ce qui est littérature. Et je ne suis pas en fait fier vraiment d'écrire peut-être de façon à ce que ça plaise. Je ne dis pas que je ne le note pas. J'apprécie vos compliments. Mais je ne suis pas si fier parce que ce n'est pas le résultat de moi-même. C'est le résultat de mes instructeurs qui m'ont donné les bons livres à lire, qui m'ont montré le bon chemin. Le reste, ça vient un peu de source. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vais profiter de votre antenne, que moi je me bats pour que les générations à venir aient quelque chose aussi. Il faut qu'on les instruise aussi. Nous on est contents, ah oui, à notre époque, on lisait ceci, on faisait ça. Mais votre époque, nourrissez les autres, qu'est-ce que vous leur laissez? Les enfants d'Arafat, les neveux d'Arafat, qu'est-ce qu'ils vont avoir si ce n'est pas du coupé décalé? Ils n'ont pas de livre. Tous ces progénitures, tous ceux qui arrivent, ils n'ont même pas le livre à côté. Des fois, les bibliothèques sont remplies d'assiettes, de portraits de famille. Il n'y a pas de livre. Et même quand il y a un livre, la couverture n'est même pas encore enlevée. Moi, je suis inquiet. Et donc, moi, j'ai envie que les générations à venir, là, puissent, profiter du livre, parce que c'est un outil efficace et magnifique. Et voilà pourquoi je fais en substance le prix littéraire de beaucoup de choses qui m'amènent à faire 6300 km cette année à l'intérieur du pays. On allait à Dabakala, on allait partout. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je profite pour dire qu'effectivement, pour pouvoir aboutir à ça, il y a des maîtres qui ont fait ce travail-là et à qui il faut tirer le chapeau. Concernant le livre de Sangaré, il y a effectivement de petites erreurs. J'appelle ça petites erreurs. Parce que les footballeurs, je les connais, ils parlent par monosyllabe. Vous n'avez pas venu le mettre là, il est à la radio, il parle normalement comme un auteur normal, tout, mais parce qu'il travaille. Et le fait de faire ce striptease-là, de proposer ce livre-là, de se mettre à nu, il risque des coups. Il est prêt à en prendre, puisqu'il était attaquant. Il est prêt à en prendre, mais dans l'univers littéraire. Et c'est pour ça que je le félicite. En dépit de ce que j'ai redit sur ce livre, je le félicite parce que vraiment, ce n'est pas donné. On a de nombreuses personnes qui croient que le livre n'est réservé qu'aux littéraires. C'est une erreur. Et toutes les grandes nations
écrivent des livres. Tu peux pas être député en France si tu n'as jamais écrit un livre. Ton programme, on le prend où? Ni maire. Tu ne peux pas, c'est impossible. Écrire un livre, c'est s'afficher. On ne donne plus de carte de visite. Tu donnes un livre et puis c'est fini. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu as fait? Lui, il a écrit un livre. La dernière fois, à sa dédicace, au centre, non, c'était à la librairie de France. Il y a un entraîneur, celui de Bergerville, l'entraîneur de Bergerville, le Guy Saint-Clément, l'ancien DT, l'ancien DT qui a pris la parole, qui a dit des choses intéressantes. Mais moi, j'avais mal. Au fur et à mesure qu'il disait des choses intéressantes, ça m'énervait. Parce que c'est pas confiné dans un livre. Ça s'envole et demain, c'est fini. On nous fait croire que l'Afrique, c'est l'art oral, c'est des âneries. C'est des âneries, c'est pour nous maintenir dans ce niveau bas-là. Puisqu'on n'écrit pas, aujourd'hui, quand un blanc va venir vous raconter, vous avez quelque chose à dire, ah non, c'est pas comme ça s'est passé. Parce qu'il y aura plein de versions après. Je ne dis pas que je fais quelque chose d'extraordinaire, mais vous savez au moins qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez répondre. Ah, parce que ah non, c'est pas comme ça on nous a dit. Ce monsieur parle de championnat local. Il parle du championnat local. Il dit que nos championnats locaux gagneraient, c'est une invitation justement, on gagnerait à prendre en compte les résultats locaux lorsqu'on fait les classements et les statistiques. C'est quoi? C'est une invitation à rendre performant notre championnat. Si ce qu'il dit est faux, écrivez. Ils ne font rien, ils ne disent rien. Et puis des fois, à la faveur de petites dédicaces, tu les vois, ils prennent la parole. Non, moi quand j'ai fait, mais tu as fait, mais il n'y a pas de traces. Il faut que l'Africain essaie de laisser des traces. C'est pour ça que je le félicite vraiment d'avoir fait ce livre. D'autant plus qu'il n'est pas du milieu littéraire a priori. Très bien, je pense que les auditeurs ont tous bien compris le message. J'espère que effectivement que ça va porter ses fruits. Alors, je tenais à dire quand même à la suite du sociologue, c'est ça? Soalé Cheikh. Il est poète. Écrivain poète. Oui. Mais bon, c'est un lapsus, sûrement, c'est pas... Je sais que Dieng, il a fait 11 ans et 3 mois. Il était à 7 mois de son mandat lorsqu'il a été forcé de démissionner, eu égard aux résultats obtenus à Bamako. Nous étions 16e sur 7 à la Coupe d'Afrique de 2002. Voilà. Donc, c'est parti de là. Mais je pense que Brizois, effectivement, y était en 80. Bon, donc c'est des lapsus, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais, voilà, l'essentiel est... Oui, mais en même temps, c'est des choses qui peuvent arriver. Les livres, vous pouvez trouver des livres qui sortent de chez Gallimard, avec des coquilles. Moi, j'ai envie de dire que ces 2 livres, par hasard, c'est pas pour flatter mon éditeur, par hasard, sont de chez Fratmat Édition. Je veux dire, c'est pas de la pub, pas du tout. Mais qu'on ne trouve pas de coquilles, moi, je pense aussi que c'est mettre au compte de l'éditeur, pas forcément des auteurs, de l'éditeur. Parce que dès qu'il y a des coquilles, et je sais qu'il y a des maisons d'édition ici, sur la place, qui sont spécialisées dans les coquilles, dès qu'il y a des coquilles, on tourne le regard vers la maison d'édition. Là, il n'y en a pas. Je pense que notre maison d'édition devrait un peu tirer les lourds. Donc, on ne peut pas parler de hasard. C'est la qualité du travail, c'est la rigueur. Oui, tout à fait. Je pense. Très bien. Alors, Sangaré, tu as écouté donc les 2 poètes qui ont fait une lecture poétique de ton ouvrage. Qu'est-ce que tu as à dire? D'abord, je voudrais commencer par leur dire merci, mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord reconnaître que ça ne va pas gêner, je pense, ça ne va pas indisposer mon cher ami et frère Alex, parce que la SEC a cessé d'être l'équipe populaire depuis longtemps. Ça, il faut le noter. La popularité est soulignée aux normes d'affluence, aux normes d'entrée au stade. Et depuis 10 ans maintenant, c'est l'Africa qui est abonné présent. Il a des veines vertes et le sang est rouge. Son sang est rouge, ses veines sont vertes. Il faut que les auditeurs comprennent que... Non, mais ils comprennent aussi que vous avez les veines vertes. Et comme votre sang est rouge, bon... Voilà. Mais je pense que la présentation est conforme, elle est bien faite par... notre ami Jean Ballard Jésus. Voilà, tout à fait.
Mais bon, il faut dire que c'est un livre qui prend en compte effectivement, comme disait Alex, le résultat d'un pays donné. Et puis en championnat, il faut que nous apprenions à travailler sur le plan local, que nous apprenions à nous connaître, à connaître les hommes, les équipes, l'environnement, pour être beaucoup plus performants. Il ne faut pas attendre que les joueurs partent de chez nous et qu'ils deviennent bons avec d'autres environnements, d'autres installations, et que on en profite chaque fois en faisant des équipes cosmopolites pour dire que nous avions une sélection qui ne représente d'ailleurs pas l'image réelle du football local. Voilà, c'est un peu ça. Et il faut qu'on revienne à les fondamentaux, à des standards que nous pouvons contrôler nous-mêmes. Et ça passe par imposer ou désigner des hommes de qualité, des compétences là où il faut. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vrai que le résultat, c'est par le travail. Et ce travail-là ne peut être fait que par des gens compétents, des gens qui ont une vision, qui ont un projet. Et malheureusement, sous nos cieux, il n'y a pas beaucoup qui en ont. Voilà, ça il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de favoritisme, il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de complaisance, voilà. Voilà, je reviens encore. Bon, ce que j'ai remarqué au niveau de football, les clés d'une lecture, c'est un regard à double tenant, à partir de la norme FIFA, qui est reconnue internationalement, et à partir de la norme Mosang ou Mosang. Je n'ai jamais vu ce mot, je crois que notre consultant aura le temps de nous éclairer là-dessus. Mais ce que je note, c'est que ces deux théories nous montrent une chose. D'abord que sur le plan international, le football ivoirien est reconnu à partir de 2006. Mais en même temps, on se rend compte, comme il l'a dit, qu'il y a toujours un goût d'inachevé. Ça veut dire que les potentialités ne satisfont pas nos espérances. De cette génération vraiment exceptionnelle de joueurs formés ici ou bien à l'étranger, nous n'avons reçu rien en termes de trophées. Et comme je l'ai dit, les deux théories, Mosang et FIFA Coca-Cola, permettent de démontrer que notre football n'avance pas. Et ce que je retiens surtout de ce livre, c'est cette pensée: le football reste une activité à gestion méthodique et scientifique. Et quand nous prenons le livre de notre doyen Alex Kipré, c'est la même chose. Il y a une lecture comparative de deux managements, celui de la SEC et celui de l'Académie. Il y a une rigueur qui a fait naître une épopée, celle de l'Académie. Mais en même temps, je crois que nous allons revenir là-dessus. Il y a eu un certain problème de gestion concernant Guillaume aussi, qui ne leur a pas fait signer des contrats clairs. Et là, je crois que ce n'est pas un management moderne. Donc, ce que je retiens, en général, dans les deux livres, c'est un problème de management. Et ce problème de management est à la source des déboires que connaît notre football. Aujourd'hui, on nous a envoyé un entraîneur, mais cet entraîneur-là, il sera noyé forcément dans ce management, je dirais, d'amateur. C'est une réalité. Quand on prend, et là, je voudrais revenir un peu aux consultants, je crois qu'il aurait pu également, pour enrichir son travail qui est déjà très bon, d'autres éléments. Il a la qualité des dirigeants eux-mêmes. Quand nous prenons des clubs comme le Barça avec Joan Laporta, Fiorentino Pérez pour le Real, Massimo Moratti pour l'Inter, Abramovic, ces grands dirigeants-là, nous remarquons que même Slim Chiboub de l'Espérance de Tunis, ou bien Moïse Katumbi du TP Mazembe, ce sont de grands hommes d'affaires. Ce sont des grands hommes d'affaires, à l'exception de Laporta qui est un avocat, mais ils s'y connaissent en matière d'affaires, ils s'y connaissent en matière de politique. Mais nous aussi, quand nous voyons nos dirigeants, est-ce qu'à partir de leur cursus, ou bien à partir de leur passé, en termes d'expérience professionnelle, bien managériale, est-ce que cela ne peut pas permettre de présager de la suite de leur travail? Il y a aussi cela. Et puis il y a un autre aspect aussi que j'ai voulu noter, concernant la qualité personnelle des joueurs qui composent les différentes équipes. Il en a cité 5 ou 7 qui étaient à la tête de laquelle se trouve la SEC. Est-ce qu'on ne peut pas évaluer aussi leur performance
pour évaluer la qualité de notre équipe nationale ou bien de notre football. Parce qu'une fois j'étais au campus, je le disais à mes amis tout à l'heure, j'ai vu un joueur de l'EFIM ou bien un apprenti joueur qui ne pouvait même pas amortir une balle du pied. Et c'est avec ceux-là que nous allons évaluer notre football. Parce qu'ils font partie du championnat. Mais il faut aussi évaluer individuellement les joueurs, il faut évaluer le collectif et on peut aussi évaluer le jeu. Le jeu des éléphants n'a pas été décortiqué. Il y a des forces dans ce jeu, mais il y a aussi des faiblesses. Par exemple, je ne suis pas grand amateur de football, mais je sais que les éléphants ne jouent pas pour détruire le jeu de l'adversaire. Généralement, on regarde jouer, on regarde les autres jouer, et jusqu'à présent, il n'y a pas de technicien qui ait pu résoudre ce problème. Peut-être à l'exception de Sven-Goran Eriksson qui, en quelques mois, a pu essayer de faire quelque chose. Après cela, on est spectateur, et cela ressemble un peu au jeu de l'académie même. C'est au jeu de la SEC. On regarde l'adversaire jouer, il développe son jeu, on reste sur le classique, milieu défensif, tout ça. Bon, oui. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en matière d'entraînement, on ne peut plus rien inventer. Il y a des choses qui existent, il faut se conformer. Maintenant, c'est en termes de contenu qu'on fait la différence. Quand vous parlez de prendre quelques éléments, c'est un peu difficile dans la mesure où l'équipe ivoirienne elle-même est constituée de joueurs expatriés. Ce ne sont pas des joueurs locaux comme nous avons connu la dernière génération qui a gagné Sénégal 92. C'est une génération qui arrivait à terme avec les Diaby Sekana et autres. Cela même que nous aussi nous avons pratiqué sur les dernières années de notre production. Donc c'est une génération qui n'est sortie d'aucune école de football. C'est des gens qui ont appris dans la rue, qui ont joué le comité, qui avaient leur mental, leur courage, leur volonté, leur détermination à toute épreuve pour pouvoir ramener quelque chose. Donc, quand vous avez cela et que vous avez des jeunes qui sortent des centres de formation, il n'y a que le collectif qui prime. Le collectif est celui-là qu'on manipule. Et pour ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, la plaie a été toujours sa défense. Sa défense, la Côte d'Ivoire a toujours pris en moyenne 2 buts par match. Donc, tu ne peux pas avoir une grande équipe si tu n'as pas une grande défense. Un grand gardien de but, une grande charnière défensive et, en un mot, la structure défensive doit être costaud. Mais quand vous n'avez pas ça, et que vous avez des artistes devant qui, dans le repli défensif, qui doivent constituer les premières lignes, ne font pas le boulot qu'ils doivent faire, ça veut dire que vous avez une équipe de gala. Donc la Côte d'Ivoire est une équipe de gala. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est de ça qu'on parle. Donc quand on met cette sélection-là de côté, depuis 2006 jusqu'à maintenant, on est annoncé, on n'est jamais arrivé. On remet chaque fois, avec comme leitmotiv, comme des mercenaires qui ont envie de faire des petits coups par là. Hier, c'était bon, comme on a été éliminé en finale au Gabon, on va aller remporter en Afrique du Sud. Donc on fait un projet pour Afrique du Sud. On a été sorti en quart de finale. Bon, on va tout faire au mondial là, ça va aller. Bon, on est parti, on s'est arrêté. Aujourd'hui, on est venu avec un autre Messi. Bon, on s'en va au Maroc. C'est sur ça, on vit sur le court terme. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est la mort subite. On est là, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Et ce que je déplore le plus, c'est qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. C'est nos aînés, les dévanciens, les techniciens qui tuent ce pays-là en matière de sport. Aujourd'hui, celui qui trie les entraîneurs à la Fédération ivoirienne de football, Didier Benjamin. Mais attendez, il n'est pas celui qu'on croit. Didier Benjamin, ce pays-là, il fait partie des enfants de ce pays que Houphouët-Boigny a amené au Brésil pour faire une formation de 2 ans, un perfectionnement, je ne dis même pas formation, perfectionnement de 2 ans, payé par les frères de ce pays. Il y avait lui, Didier Benjamin, Cablan Champon, Boué Norbert et Gabo Girard, paix à son âme. Mais aujourd'hui, quand il rentre au pays,
on suspend toutes les compétitions internationales pour la Côte d'Ivoire. On n'est pas présent en Libye en 82 où le Ghana remporte sa dernière coupe. En Libye. Donc on se projette sur 84. C'est un bon projet, puisqu'on a amené 4 techniciens. Mais quand ces 4 techniciens reviennent, mais chacun vient s'asseoir, qui à l'ECI, qui à l'Africa, chacun fait sa cuisine intérieure. Non, ils sont revenus, il faut les redéployer. Il faut avoir un projet sportif, une politique sportive de redynamisation du football de la Côte d'Ivoire, depuis la base. Puisqu'ils sont là imperfectionnement, ils reviennent, il faut qu'on ait un nouveau Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là sont venus, se sont assis. Et c'est eux qui choisissent aujourd'hui, qui trient des entraîneurs. Mais vous avez fait quoi à la base pour pouvoir trier les entraîneurs? Alors qu'on sait que quand la base est solide, le travail fait en bas, comme quand Kovacs est arrivé en France et qu'il avait pour adjoint Hidalgo, le travail qui a été mis en place a rendu toutes les équipes françaises compétitives sur le plan physique, sur le plan athlétique, sur le plan organisationnel, parce que la France n'était pas aussi solide. C'est à partir du passage de Kovacs que Hidalgo a pris le relais quand Kovacs est parti, pour des raisons politiques d'ailleurs. La France a remporté sa première coupe en 84. En 84. Voilà, 84. Donc, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de génération spontanée, ça se travaille. Mais quand vous parlez, tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Didier Benjamin retrouve tes manches, enlève la veste, revient sur le terrain. Ce que tu as appris au Brésil, que tu as dans le ventre, viens déployer sur le terrain. T'assois pas la FIF pour choisir un entraîneur. Pendant que le football local se meurt. C'est ça la vérité. Donc, le prolongement de ce travail-là, en interne, peut permettre, même si on met ma mère à la tête de la sélection, elle va remporter sa coupe. Parce qu'il y a une solidarité depuis la base. Il y a une pyramide qui est construite. Il y a un travail d'aiguillage, de ratissage qui est fait à tous les niveaux. On connaît les mécanismes qui amènent chacun, qui en sélection cadette, en junior, en senior. On connaît le mécanisme, donc le pays est concerné. Mais vous ne pouvez pas un noyau d'hommes à la FIF, entre 5-6 personnes, vous prenez le football en otage, vous allez au Brésil, vous allez ici, vous allez là, avec quelle bénédiction? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, pour vous dire, le football là, il est pareil partout. Il faut que les gens reviennent aux fondamentaux. Donc on ne peut pas refaire pour ce qui concerne la théorie Mossang, ne peut que s'appuyer sur le football local. Une fédération est mise en place, c'est l'émanation des clubs. Elle est là pour donner les moyens aux clubs. Elle est là pour organiser les clubs, pour permettre aux clubs de participer de façon qualitative aux compétitions internationales, de bien figurer. Mais c'est dit par la CAF, quand elle a fondu les différentes coupes, la coupe des vainqueurs de coupe, avec la coupe CAF, quand elle a rendu ça en une seule compétition. Mais c'est les 12 premiers au classement de la CAF qui sont les mieux classés pour pouvoir compétir aux compétitions internationales. Mais les 12, il faut être parmi les 12. Aujourd'hui, nous en sommes sortis. Le Congo est rentré, le Soudan est rentré. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être, avec l'effort qui a été fait par, comment on va dire, San Pedro et la SEC pour se retrouver en phase de poule, peut-être que cela nous permettra de regagner encore nos 2 places, sinon une autre place, pour faire 3 places. Voilà. Sinon, aujourd'hui, nous en sommes réduits aux 2 positions habituelles, comme le Niger, comme le Burkina, comme tous les autres clubs, les mal classés. Voilà, c'est un peu ça. Mais, Monsieur Sangaré, ce que vous dites pour redynamiser, quand je prends par exemple votre ouvrage à la page 56, vous nous donnez 4 éléments essentiels pour que nous puissions aller de l'avant pour faire une bonne pratique du sport. Vous parlez des athlètes, vous parlez du staff technique, de l'environnement, mais en même temps aussi, vous parlez de l'espace de jeu. Et
pour revenir à l'œuvre d'Alex, Les secrets de l'académie, à la page 241 par exemple, lui disait que bon, il parlait de champ d'igname, j'avais l'habitude d'entendre champ de patates, mais là je découvre une nouvelle expression. Mais il dit très bien que un bon stade, c'est la moindre des choses qu'il faut pour la pratique du sport et que ce n'est pas un luxe. En Côte d'Ivoire, par exemple, comme vous le dites si bien dans votre œuvre, nous ne disposons pas d'infrastructures vraiment adéquates pour la pratique. Comment nous pouvons aller de l'avant dans ces conditions-là, surtout que nous n'avons pas de terrain? Oui, mais vous savez, nous avons d'autres possibilités, ou je sais pas, je dirais d'autres, le temps nous le permet de pouvoir faire l'évaluation depuis Dieng Ousseynou, en passant par Jacques Anouma, jusque-là, ne serait-ce que jusqu'à Sidi Diallo, parce que son nom vient difficilement, comme c'est pas quelqu'un que je fréquente beaucoup, en tout cas en matière de sport. Donc, c'est sur ces trois personnes, si vous faites l'état des lieux, vous allez voir la bagatelle de milliards qu'on a mis dans le football. Un stade aujourd'hui flambant neuf, il tourne autour d'1 milliard. Mais vous allez voir la bagatelle des milliards. Souvent même pour des réparations. Souvent juste pour des réparations des stades déjà existants. Alors, mais il s'agit d'une politique. Quelle est la politique? C'est ça la question. Il y a une politique à mettre en place. On nous a parlé des fonds de développement du sport. Bon, je vous dis honnêtement, moi-même j'y ai contribué à la mise en place de ce document que Banzio avait présenté à l'époque à l'Assemblée avec un ami avocat, Abel Kassi. Mais on a essayé de travailler là-dessus, mais pour certaines raisons, parce que les intérêts des uns et des autres n'étaient pas préservés là-dedans. Qui devait contrôler ce fonds de développement du sport? La question s'est posée et à l'Assemblée, on a monté certains députés et puis il y a eu un blocage. Et nous en sommes là, parce que le problème, le fond, c'est l'argent. Le fond, c'est l'argent. Mais justement, parlant d'argent, moi j'ai vu 6 piliers en tout cas que vous avez énoncés dans votre ouvrage. Et là-dedans, vous avez parlé de bonification. Bonification en termes de gestion des clubs et autres. Tout à l'heure, le camarade Jésus parlait de Laporta et Abramovich, etc. etc. Moi, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des gens qui ont les moyens. Or, dans votre livre, il me semble que vous proposiez qu'on continue avec le système de subvention que l'État accorde aux différents clubs là. Vous avez même parlé de payer la première moitié à un moment donné et l'autre moitié, alors que moi je pense que ceux qui viennent actuellement au sport, en tout cas pour la plupart, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Ils viennent là pour se faire un nom, pour se faire de l'argent et autres. Voilà pourquoi je souscris d'ailleurs à cette idée de cahier de charges. Oui, mais quand vous parlez de cahier des charges, vous me rejoignez, puisque moi je parle de cahier des charges. Le cahier des charges nous amène à faire quoi? C'est de permettre, parce que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas vous donner de l'argent sans savoir l'utilisation de cet argent. Donc, si vous mettez la transparence devant, l'État de Côte d'Ivoire vous suit. Mais s'il n'y a pas de transparence, ils seront réservés. On va négocier pendant 10, 20 ans, ils ne vous diront pas non, ils ne vous diront pas oui, mais le vrai nœud du problème va être la transparence. Donc, il vaut mieux aller vers eux avec la transparence, quitte à eux de mettre quelqu'un des impôts, un inspecteur de ceci ou cela, déjà qui voyage avec les équipes. Ils ont des contrôleurs financiers qui voyagent avec les équipes. Donc, il faut trouver le moyen de positionner quelqu'un là. Écoutez, ce n'est pas une affaire de 2 milliards par saison ou 3 milliards qui va faire tomber ce pays-là. Si le Gabon, avec Ali Bongo, a réussi sur le plan politique à atténuer la vague de protestations au niveau de la jeunesse par le sport, c'est que nous en sommes capables. Aujourd'hui, le Gabon subventionne ses clubs de première division à hauteur de 200 millions. Attends, la Côte d'Ivoire ne peut pas? Je ne crois pas. À hauteur de 200 millions. Non seulement ils donnent sa subvention, ils payent les primes. Tout est calculé. Et c'est versé. C'est versé au club selon un chronogramme de versement. Donc, il faut faire attention. Même les entraîneurs, quand certains clubs n'ont pas les moyens de se payer certains entraîneurs, l'État avalise.
Aujourd'hui, le Gabon a pris un coup de bol par rapport à ça et ils ont, aujourd'hui, à la faveur de la CAN 2012, eu des infrastructures vraiment de qualité. Nous sommes allés jouer contre le missile. Attends, on était tout installé dans un complexe où il y avait du tout. La buanderie, le réfectoire, tout. On n'y sort même pas. Voilà, vous avez le dortoir des athlètes, vous avez pour les VIP, vraiment tout y est. Voilà, donc les stades d'entraînement sont à l'intérieur. Bon, ça c'est le Gabon. Mais pourvu qu'on ait une volonté en Côte d'Ivoire, qu'on ait des hommes compétents là où il faut, qu'on n'ait pas en tête d'abord de comment bouffer, parce que c'est le mot, il s'agit de ça. Voilà, comment bouffer, mais on peut faire de bonnes choses pour ce grand pays. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que je disais tantôt, si déjà l'État de Côte d'Ivoire accepte peut-être une subvention forfaitaire ou par le truchement de certaines entreprises qui pourraient bénéficier d'abattement fiscal comme c'est prévu par les tests, bon, qui participent peut-être à hauteur de 100 millions, qui peut être... Ça c'est négligeable pour une grosse entreprise de la place. Et Dieu seul sait combien d'entreprises nous avons ici qui peuvent le faire, ça. Et déjà, la subvention au niveau de la fédération est à hauteur de 50 millions. Il faut trouver... Mais ça, tous les clubs rouleraient facilement autour de 200... Avec 200 millions, tu peux constituer une très bonne équipe. Et si le cahier de charges est bien suivi, les salaires de façon prioritaire, ainsi de suite, qu'on a mis tout ce qu'il faut par ordre de priorité, mais vous allez voir qu'il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de voix qui dépassent l'autre. Chacun fera son travail. Et il faut surtout que les entraîneurs à ce niveau-là, les éducateurs, les entraîneurs, soient renforcés dans leur position d'éducateurs. Parce que s'ils ne sont pas renforcés et que c'est eux qui doivent faire passer un message et que ce message n'est pas bien perçu, bien compris, bon, ça pose aussi problème. Alors, Sangaré, on espère que la Côte d'Ivoire vous écoute et qu'elle vous a compris. Alors, on va changer de sujet. Alors, Alex, quel regard aujourd'hui tu jettes ces jeunes gens que tu appelles tes gosses? Les académiciens? Bien sûr. Oui, mais les propos qui ont été tenus, excuse-moi, Machinique, m'interpellent un peu. J'ai envie de passer une minute dessus. D'accord. Sangaré parlait de projet. D'accord. Il faut donc un projet. On ne se lève pas comme ça pour changer d'entraîneur, changer de président, ça ne sert à rien. Un projet, c'est-à-dire, vous êtes assis maintenant et vous dites en 2022, voici ce qu'on va avoir. Et on se donne les moyens de l'avoir. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Il n'y a pas de projet. Nous, quand on est venu rencontrer Jean-Marc, je vous dis, Jean-Marc Guillaume, on était en 93. Et 93, il me disait que ce joueur-là, il pourra jouer en 2000. Est-ce que vous voyez l'Ivoirien que je suis? Tu me parles de 2000, c'est-à-dire très loin dans 7-8 ans. Il dit on va aller à Sydney. Il y avait les Jeux Olympiques de Sydney, 2002, on n'a pas pu y aller. Mais ce que les gens ne savent pas, pourquoi les enfants ont pu sortir en 99? Parce que depuis 93, 94, chaque jour, je revenais sur Sydney. Les enfants connaissaient Sydney par cœur. On a tout étudié, toutes les villes, on les a déplacées pour les inscrire dans le rêve de ces enfants-là. C'est pour ça qu'ils pleuraient quand ils ne sont pas là à Sydney, quand ils ont été éliminés. Mais c'est cela, il faut faire un travail sur les éléments qui vont porter un projet. On n'a pas de projet, on est assis, on vient. Moi, je me demande même s'il y a quand quelqu'un qui est en train je sais pas pour être méchant, qui est en train de s'embrouiller avec son équipe, qui est emmerdé par son équipe, vous lui dites déjà, tu vas venir jouer à la Côte d'Ivoire, des entraîneurs comme ça. Ils ne portent pas en eux les séquelles de nos manquements, de nos errances. Il faut amener les gens à porter les projets. Moi, pourquoi est-ce que j'ai pu porter le projet de Jean-Marc? Parce que je connaissais, je suis journaliste à la base. Je suis un homme de culture à la base. Tout ce qui est musique, tout ça. Mais lorsque j'étais en contact avec lui, j'étais convaincu de son projet. Et ce qu'on dit, tout à l'heure, mon ami parle d'homme d'affaires, c'est juste, mais pas tellement. C'est pas trop le fait que la personne soit un homme d'affaires. Quoique, en plus, dans ce pays, homme d'affaires, c'est un sous-nom des hommes qui sont rompus à la malversation et à la corruption. Voilà. C'est un fourre-tout quand on dit c'est un homme d'affaires. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il fait. En Côte d'Ivoire, c'est ça signifie. Il fait quoi? On est incapable de lui faire les affaires. C'est-à-dire, il vend du tout. Y compris son âme.
Heureusement que c'est encore ivoirien ta définition. Ici, mais bien sûr, un homme d'affaires, c'est ça. Donc, on veut dire quelqu'un qui a de l'argent. Et ce qui me désole, pour ceux qui ne lisent pas, peu importe la provenance de cet argent-là. Vous avez un homme d'affaires, vous allez chez un monsieur, il vient, il vous paye des primes. Vous dites, mettez-nous à 200 000, il vous donne 300 000 un jour comme ça. Mais il faut s'inquiéter si vous ne voyez pas la source de cet argent. Nous, on allait petit à petit. Lorsqu'on faisait l'académie. En 93, il nous parlait de 2000, 2002, il nous parlait du mondial. On avait ça en tête. C'est pour ça que chaque enfant, sous son oreiller, mettait le nom du club dans lequel il voulait jouer. Il y en a qui marquaient Arsenal déjà. Il y en a qui marquaient Real. Il y en a qui marquaient Marseille. Ils sont arrivés. Mais il ne faut pas forcer quelqu'un, prendre quelqu'un que ça n'intéresse pas. Il vient, l'entraîneur pendant, allons faire une canne comme ça. Non. Il faut un projet de société, il faut une politique sportive. C'est-à-dire, il faut faire comme... Actuellement, il n'y a rien. Hein. On allait au mondial, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de tout ça. Mais il y a la Belgique qui est en train d'arriver. Elle va venir, pourquoi? Mais parce qu'à un moment, elle a fait tabrasse pendant 8 années, 10 années, a fait de la formation, a cherché des joueurs. Il faut le faire. On ne le fait pas. On a des crèches là pour adolescents. On dit on a des centres de formation. La dernière fois, au moment où je pensais qu'on était à 400, la dernière fois, à la conférence de Mohamedou, on me sort les chiffres de 800. Qu'est-ce que tu veux faire avec 800? Et puis, le formateur, est-ce qu'il sait ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... Non, 800 centres de formation. Vous avez 800 centres de formation, vous ne sortez jamais un joueur. Y compris même l'académie qu'on cite en exemple. Depuis le 4 décembre 2001, on a quitté l'académie avec Gervinho dans nos bagages. L'académie n'a plus porté de joueur à part Yakuna, qui n'est même pas issu de là-bas. Il était formé à Bobo. Donc, on ne fait pas la formation, on ne va pas avoir de joueurs. Pour finir sur la formation, en fait, quand je parle de la formation, je ne parle pas seulement des athlètes. Qui fait des gros plans? Il faut former nos journalistes. Parce qu'il faut qu'ils courent derrière Doué et lui faire de grands portraits. Jusqu'à présent, c'est même pas qui c'est. On le sait banalement. L'arbitre qui allait nous représenter là-bas. Dignement. Mais il faut faire des papiers sur lui. Il faut qu'il soit aux 20h. C'est le seul Ivoirien qui n'a pas déçu. Mais alors, que fait notre presse? Que fait notre presse quand... comment il s'appelle l'autre là? Celui dont il oublie le nom souvent là. Sidi Diallo. Que fait notre presse quand Sidi Diallo dit oui, je vais assumer si on échoue avec la Mouchi. On va en quart de finale, on revient. Il va au mondial, on revient. La Mouchi lui trouve quelque chose d'autre. Et lui, il vient devant nous. Il nous propose notre entraîneur. Mais on n'a pas besoin d'entraîneur. On a besoin que lui, il assume. Assumer, c'est quoi? C'est nous amener un nouvel entraîneur. Tout le monde est coupable. La presse est coupable. Comment un journaliste peut penser qu'avec des mots, il ne peut pas changer le monde? Il peut changer le monde avec des mots. Il peut changer le monde. Il peut changer tout ce qui se passe. Il suffit qu'ils disent... J'ai une seule anecdote en 2006, lorsqu'on nous gagne. C'est le Cameroun, je crois. On était en train de chercher en 2006, oui, le Cameroun nous a gagné. J'ai fait un coup. Ce sont des mots, hein, c'est rien d'autre. Et j'aime pas quand les journalistes ne savent pas la puissance d'une phrase. J'ai fait juste un papier de, je sais pas moi, 1000 mots, ou je sais pas, 800 ou 900 mots. Et c'est passé dans Soir Info. Il y a eu des démarches de la part du président d'alors qui m'a fait approcher pour qu'on discute. C'était que des mots. Pour qu'il revise sa position sur certaines choses. Ça veut dire quoi? Les journalistes doivent écrire. Ils doivent faire leur travail. Ils ne le font pas. Quand on dit formation, on prend juste les athlètes. Mais et les arbitres, on en forme comment? Tous ceux qui sont là, les Laurent Pocou, là, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est une mine d'or. Souvent on parle de corruption. Je vais vous dire comment ça se fait la corruption. J'ai eu la chance de rencontrer Hill, un Canadien qui a fait un livre sur comment truquer un match de football. Je l'ai rencontré, j'ai eu la chance. On a échangé. Mais la triche existe. Mais la triche n'existe pas seulement en donnant de l'argent. Il y a des corruptions qui sont passives. Mais avoir Laurent Pocou dans ses rangs, dans son staff, ça dissuade l'arbitre s'il veut tricher. Je veux dire, si Laurent Pocou l'a salué la veille du match, il ne siffle pas n'importe comment un penalty. Aujourd'hui, nous avons Drogba. Moi, je ne parle même plus de Drogba en tant qu'athlète. Il faut capitaliser ce qu'il représente. On va le laisser partir. Un pays va le récupérer. Il va être ambassadeur ceci, ambassadeur UNESCO, et de quoi, de tout partout. Il va les représenter
des structures internationales dans le monde. Alors que c'est maintenant que nous devons soit financer son diplôme pour qu'il soit entraîneur, soit financer pour qu'il soit manager, soit financer pour qu'il soit président. Bref, c'est maintenant qu'il faut capitaliser tout cet aura-là. Parce que quand vous arrivez à un aéroport, que vous avez Drogba, les valises, on ne vous retarde pas. On vous retarde pour rien. Et quand Drogba déjeune avec un arbitre, il sait un peu ce qu'il doit faire. Je n'ai pas dit qu'il triche, mais il est conditionné, c'est un être humain. Qu'est-ce qu'on va faire de Drogba? Rien. Hein. Il va aller s'asseoir en Turquie ou en Allemagne ou quelque part, s'occuper de ses enfants. Il va être manager d'un club quelque part et on va s'asseoir là. Comme on n'a rien fait de beaucoup à part le tabasser sur un pont. Mais voilà, toutes ces richesses-là, il faut les utiliser. Le foot, ce n'est pas seulement sur le terrain. Dans le livre, j'ai bien expliqué que nous, on était derrière, qu'on faisait une préparation des athlètes. Même le lavandier, celui qui lave les maillots là, il faut qu'il sache le faire. Combien de jardiniers on a formés ici? Pour qu'ils sachent planter, on ne plante pas le gazon, on ne le plante pas au hasard. Hein. Pour qu'il pousse dru là, il y a toute une technique. C'est un métier. C'est un métier. Il y a des gens qui vivent de ça. Il est spécialiste, il sait qu'ici il peut avoir un rebond. Et tu peux te le dire avant. Mais on ne sait pas. Même enfler un ballon, il y a une circonférence. Des fois, les joueurs même ne savent même pas. C'est 74 cm. Je le dis pour ceux qui écoutent bien-être. Hein, c'est juste pour eux. Donc voilà, tout cela, il faut faire la formation. Il faut faire la formation de façon complète. Il faut avoir un projet, s'asseoir, faire table rase, comme vous disiez tout à l'heure, il faut la faire. C'est pour ça que j'aime bien ce président-là. Envoyer des gens en formation au Brésil. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont tous allés, c'est ça, ça me gêne tellement. Ils sont tous allés s'asseoir au Brésil. Personne n'allait voir. Et je le disais avant qu'ils partent. Je dis personne ne va passer dans le centre de formation des ICO. Personne. Alors que ce centre de formation vous a donné le Neymar, vous a donné Alex, vous a donné de bons joueurs. Même un journaliste peut passer, ne serait-ce que pour faire un papier, qui peut éveiller, qui peut percer la surdité, c'est le cas de la présidence de la fédération de foot. Il peut le faire. On ne fait pas ce travail-là. Chacun à son niveau ne fait pas son travail. Chacun à son niveau. Et après, on est étonné. Il a parlé de génération spontanée. Il n'y en a pas. On ne peut pas avoir de bons joueurs. Lorsque la Hollande jouait en 1974, elle avait commencé depuis 1964 à changer de système, à faire de la grande formation. C'est ce qui a donné les Cruyff là. Lorsque vous voyez l'Allemagne qui est là, c'est une génération. Mais ce n'est pas un hasard. L'Allemagne est une génération. Tout comme l'Espagne qui a gagné la dernière fois était une génération. Mais c'est une génération. Vous ne faites rien. Et vous voulez. Et là, on veut aller au Maroc pour faire quoi? Avec qui? Comment vous voulez confier votre destin à Hervé Renard? Comment on peut confier, comment une nation peut confier son destin en quelques mois là à Hervé Renard? Je trouve cela, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y en a qui espèrent. Parce qu'il a battu la Côte d'Ivoire. Non, non, lui il va aller loin. Mais Hervé Renard va aller nulle part. Il va faire quoi? Il va aller nulle part. Il faut que le travail soit fait en amont. Il faut qu'on recommence, qu'on aseptise un peu. Il faut qu'il y ait des productions littéraires sur le foot. Il faut qu'il y ait des débats. Il faut qu'il y ait des discussions. Il faut que ce soit franc. Il faut que ce soit franc. Il faut que les journalistes acceptent. Il faut qu'ils commencent par refuser ce qu'on leur donne comme un semblant de per diem, mais qui sont les moyens de corruption, les diem. On a abrégé pour ne pas qu'on sache. Il faut voir les diem. Quand un président de fédération paye ton billet pour aller au Brésil, tu vas écrire quoi? Ou bien même la scolarité de ton enfant. Voilà. Quand tu payes quelqu'un que c'est lui qui enterre la personne, tu en fais comment? Donc ne prends pas. Ne prends pas. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur... Au point où je n'ai même pas répondu à ta question, ça, je vais revenir peut-être. Oui, Mancini disait ce que tu retenais, il demandait ce que tu retenais de tes gosses. Peut-être qu'on y reviendra. Ce que je retiens, sur un plan footballistique, Je disais plutôt quel regard aujourd'hui donc te jetaient ces jeunes gens que tu appelles tes gosses. Oui, mais moi en fait, je dis le regard que j'ai aujourd'hui, en fait, je le voyais plus loin en fait. Moi, je n'avais pas vu que ce serait passé comme ça en fait. Je n'ai pas vu, je n'ai pas été pessimiste. Je n'ai pas été pessimiste, sinon on n'aurait pas fait la formation de cette façon-là. On a fait la formation de façon à ce que, on le savait tous, que ces grands-là viendraient après, rentrer dans les rangs, dans l'encadrement, pour pouvoir permettre aux générations à venir de continuer. La dernière promotion, c'est la promotion Puskas, avec les Gervinho et tout ça, là, les Hervé, et tout cela. Après eux, il y aurait d'autres catégories
la 4e promotion, la 5e, la 6e, de façon à ce que le football soit riche de ces éléments. Et des gens comme Yaya se contenteraient pas, c'est ce qu'on se disait, on l'avait déjà dit, ne se contenteraient pas d'avoir eu de grandes maisons. Ils seraient vraiment venir, je veux dire, enrichir la fédération, pas d'argent, mais de leur expérience, tenter des partenariats. Mais ça ne peut pas se faire dans un climat qui est malsain. Ça ne peut pas se faire dans un climat qui est truffé de corruption, de mensonges, de petits débats de fesses. Ça ne peut pas se faire dans ce climat-là. Parce que oui, au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a des fois des problèmes de fesses entre coach et joueurs. Et ça peut même agir sur le classement. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, pour revenir à la formation, au long terme, au projet, récemment, Yeo Martial disait qu'il souhaiterait qu'on engage Hervé Renard pour un long moment et qu'il fallait aussi lancer un appel d'offres, appel à candidature du moins, par rapport au poste de directeur technique national. Sangaré Mamadou, qui est coach, qu'est-ce qu'il pense de peut-être cette proposition-là? Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir en cela? Parce que ce que Alex disait tout à l'heure, le recrutement d'Hervé Renard, nous qui sommes profanes dans le domaine, nous on a apprécié, mais quel regard apporte le technicien, le spécialiste sur ces choses-là? Oui, j'ai essayé de vous expliquer tantôt qu'il fallait commencer par la base de la pyramide. C'est vrai, c'est dommage que le doyen, l'aîné, mon enseignant, Yeo Martial, puisse aborder les choses de cette façon-là. On ne peut pas engager Hervé Renard pour le long terme. Sur quel genre de projet? Sur quel projet? Sur quelle philosophie de jeu? Voilà. Il y a des choses qu'il faut comprendre. On n'engage pas par la tête des hommes. On engage par le contenu. Donc, quel est le contenu? Nous ne savions pas. Hervé Renard ne tombe pas sur la Côte d'Ivoire comme une mouche sur la soupe. Le football a existé avant Hervé Renard en Côte d'Ivoire. Eux, les dévanciers, qu'est-ce qu'ils ont laissé en termes de formation, en termes d'organisation, en termes d'infrastructure? Bon, infrastructure, ils peuvent se désengager, mais en termes même de managérial du sport sur le plan national. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous avons un fonds important en termes d'apprentissage, en termes de formation, les formateurs, il faut qu'eux aussi soient beaucoup plus nantis. Bon, sur ce plan-là, on n'a pas encore cette organisation fiable, je vous l'apprends. Peut-être pour certains qui le savent déjà, chaque pays délivre son diplôme d'entraîneur, qui est conforme à celui aujourd'hui de l'UEFA. Donc, vous donnez les moyens de créer cette élite. Quand j'ai été pendant 8 ans durant le président des entraîneurs de Côte d'Ivoire et éducateurs de Côte d'Ivoire, nous avons fait des propositions concrètes dans ce sens. Puisque déjà en 2006, en Allemagne, au sortir du congrès de la FIFA, tout ce qui est là aujourd'hui comme diplôme A, comme les critères de participation aux compétitions internationales, tout avait été fixé à l'Assemblée. Donc il fallait déjà prévenir au niveau des différentes fédérations, faire la promotion, préparer les différentes associations affiliées ou reconnues par les fédérations, de façon à ce que le travail soit fait sur le terrain en direction des éducateurs et entraîneurs et que nous puissions créer cette élite-là qui puisse prendre le football à bras le corps et asseoir notre science. Aujourd'hui, en France, les choses sont bien schématisées. On voit Didier Deschamps, c'est vrai, sur le terrain. Mais derrière Didier Deschamps, il y a des têtes, il y a des hommes. La DTN, M. Blancard, il est venu ici il y a peut-être 6 mois. 6 mois qu'il était à Abidjan, le DTN. Mais c'est celui-là même qui a soulevé les histoires de quotas pour pouvoir enlever les jeunes d'origine arabe et africaine. Au niveau du football, il fallait les trier pour permettre aux vrais Français de souche de pouvoir émerger. Mais chaque pays fait sa philosophie. Chaque pays crée son organisation.
Mais en Côte d'Ivoire, ceux qui sont censés le faire vont se positionner à des postes où il faut arrondir les fins du mois. Mais il faut que vous soyez sur le terrain pour concevoir. Si vous ne concevez pas, qui voulez-vous qui vienne concevoir à votre place? Est-ce que vous voulez comprendre chaque fois des mercenaires? On ne peut pas prolonger un mercenaire sur le long terme. Hervé Renard, il vient, je suis désolé, c'est un mercenaire. Alors, Sangaré, c'est vrai, le débat il est passionnant, mais nous sommes tenus, contraints en tout cas de mettre fin au débat. Alors Alex, ton dernier mot. Est-ce qu'il y a des derniers mots? Moi j'ai envie de parler demain, après-demain. C'est pas mon dernier mot. Ce que je peux dire avant tout, c'est d'abord souhaiter que ce genre d'espace soit. Parce qu'il n'y en a pas. Vous avez des radios qui existent. Il n'y a même pas une tranche réservée à la littérature. Et vous voyez que la littérature est le prétexte d'un débat sur le foot. C'est comme ça qu'on fait dans les pays développés. La prise de parole ne se fait que quand tu as produit quelque chose sur lequel on peut discuter, à partir duquel on peut avoir des remises en question. Donc c'est important. Je voudrais féliciter Bien-être, les auditeurs aussi qui écoutent, de pouvoir rester là, sur cette fréquence-là, et féliciter surtout cet espace littéraire-là, parce que la littérature est en fait la base. Elle prétexte pour parler de cuisine, de foot, de tout. Donc quand l'Afrique va laisser des traces, quand les Africains vont accepter de se tromper, de ne pas en avoir honte, de mal faire, lorsqu'ils vont savoir qu'un premier pas peut être faux et que c'est le suivant qui va être bon, à ce moment-là on pourra relever la tête. Mais c'est parce qu'on a honte. Un président de fédération qui ne peut pas faire un rapport, qui ne peut pas faire un livre, on en a vu plein passer, il n'y a même pas de traces. Vous voulez qu'on s'adosse sur quoi les générations à venir pour pouvoir faire mieux? Ils ne peuvent pas. Donc c'est bien qu'il y ait des espaces comme ça dans ces radios-là. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont pris du temps pour pouvoir rendre cette émission-là un peu féconde. Je souhaite que le foot maintenant à l'endroit de nos dirigeants, je pense qu'on souffre de nos dirigeants. L'Afrique en général, la Côte d'Ivoire en particulier, souffre de ses dirigeants. Elle souffre. Chaque fois que vous allez quelque part, les dirigeants c'est simple, c'est comme un hôtel. Quand vous arrivez, vous voyez c'est propre, on remercie le directeur. On ne parle pas du technicien du surface. Vous mangez bien dans le restaurant, on ne voit pas ceux qui ont découpé les oignons. C'est tout ça là qu'il faut faire pour pouvoir avoir un bel hôtel. C'est pareil pour avoir un beau pays. Il disait tout à l'heure, Hervé Renard est là, mais qu'est-ce qu'on prépare derrière? Qu'est-ce qu'il va être préparé? Il va jouer avec qui? Il va venir, il va tomber sur des dissensions qui étaient antérieures à son arrivée. Il fait comment? Il ne peut même pas les gérer. Donc il faut qu'on essaie vraiment de travailler en profondeur, d'avoir un projet à mon sens, vraiment politique, une politique sportive, et puis une politique tout court, parce qu'on ne faut pas improviser, on improvise trop de choses. On improvise trop de choses en Afrique. L'improvisation s'est érigée maintenant en méthode, et c'est pas bon. Bien dit Alex. Oui. On a tous bien noté. Alors Sangaré, ton dernier mot en 30 secondes, s'il te plaît. J'essaierai de faire en 30 secondes, dans la mesure où c'est une synthèse. Il faut comprendre que le football, il est bon quand c'est géré et par des professionnels. Vous avez bien entendu parler de l'Ajax d'Amsterdam des années 71, 72, 73. C'est Remus Michel qui était le père du football total, il faut le dire. C'est un Néerlandais qui a cédé sa place à Stevan Kovacs, dont on a parlé tout à l'heure, qui a même été en France après, en 74, pour donner le coup de pouce au football français. Donc, il faut comprendre que ces grandes étapes-là qui existent dans le football partent d'un socle. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle du cas allemand, du cas les Pays-Bas qui reviennent encore avec Van Gaal. C'est un cycle. Donc il faut chaque fois s'appuyer sur des vrais professionnels, des gens qui connaissent pour pouvoir se projeter. Et très souvent, c'est des locaux qui inspirent. Remus, c'est un local, c'était un Irlandais qui a gagné avec déjà la Champions League ou la Coupe d'Europe avec le Johan Cruyff,
et après l'autre a pris le relais en 72, 73, avec Nice 15 et Cruz, tout ça. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre que le football, il est fait d'inspiration, mais il est fait surtout à base scientifique. Donc, ça, c'est très important parce que c'est l'être humain qui le joue et l'être humain est fait d'organes et les organes sont fonctionnels entre eux. Et que ça, il y a des personnes qui doivent pouvoir permettre de performiser ces éléments-là. Merci beaucoup Sangaré, Soalé et Jean-Valère Diezou. 10 secondes s'il vous plaît. Oui, moi je terminerai par féliciter l'auteur de Football, la clé d'une lecture. Moi j'allais peut-être dire les clés de la réussite, parce que c'est ce qu'il faut pour que nous puissions avancer. Mais je terminerai par une phrase de Alex dans Les secrets de l'académie. La passe est au foot ce que le pain est à la messe. Elle est la communion qui prépare à la purification, laquelle débouche sur le bonheur, sur le but de la vie footballistique. C'est beau, et le football, quand il est bien pratiqué aussi, il est beau. Merci en tout cas. Merci. Je voudrais féliciter les deux auteurs qui ont notamment relevé la question managériale. Et ce que je retiens concernant la réussite de la SEC, plutôt de l'académie, c'est cette phrase concernant Guillaume: sa tête, elle ne savait qu'à faire ça, réfléchir. Et c'est ce qui manque justement à nos fédérations, à nos clubs et même à l'ensemble des dirigeants nationaux du football et du sport. Il n'y a aucun projet, alors que le football est une industrie, c'est une économie, il génère des emplois directs, des emplois indirects. Donc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique même, gagnerait à s'intéresser à cette économie qui est vraiment prise au sérieux par l'Europe et l'Amérique du Sud. Merci bien, chers auteurs, chers spécialistes du football. Merci à la radio Bien-être. Alors, nous avons eu plaisir à partager et décortiquer avec vous, chers auditeurs, deux ouvrages de qualité, de belle facture, Les secrets de l'académie et Football, les clés d'une lecture de Michel Alex Kipré et Sangaré Mohamedou Vakaba. Alors, merci beaucoup à vous, merci à Sangaré, merci à Alex, merci à Soalé Chek et puis à Jean-Valère Diezou. À dimanche prochain avec Michel Gbagbo sur la 94.0. C'est le freestyle. Radio Bien-être, c'est le meilleur choix. Radio Bien-être. Radio Bien-être, c'est le meilleur choix.